Donc, quand on ouvre un projet SIG, donc ce qui est important, donc comme tout document informatique, c'est d'enregistrer son projet et surtout dans les SIG de veiller au système de coordonnées de référence. Dans les SIG, donc l'information est localisée au moyen justement de ces coordonnées. On avait précisé qu'effectivement, il y avait un seul système de coordonnées à l'échelle terrestre, sphérique, et que comme on passe de la 3D à de la 2D, il y a des déformations, et donc en fonction de l'aire où on se situe sur le globe, il faut prêter attention au système de coordonnées qui accourt. Donc on va paramétrer QGIS dans le système de coordonnées français. Et donc, dans un SIG, l'information n'est pas seulement localisée et dessinée, elle est aussi décrite. Donc, il y a un lien dynamique, automatique entre l'information localisée et l'information descriptive, donc soit textuelle ou numérique. Donc, les coordonnées, la projection dans le Lambert 93, en France, pardon, c'est le Lambert 93. Je passe rapidement. Et le fameux code EPSG, donc c'est l'identifiant numérique unique pour retrouver dans le logiciel le système de coordonnées. Donc 2154 pour le Lambert 93 en France. Donc on peut déjà commencer par paramétrer le projet. Donc on va double-cliquer sur l'icône, donc c'est QGIS Desktop version 3. Donc, quand on ouvre un projet, par défaut, il se souvient, projet récent, donc vous pouvez double-cliquer, par exemple, sur un projet en fonction de celui que vous voulez, ou donc là, nous, on va aller dans projet enregistré. Et vous vous souvenez où est-ce qu'on enregistre un projet? C'est ce qu'on appelle à la racine d'un dossier. Donc, c'est le dossier SIG. Nous, on travaille dans le dossier data et on va avoir des données de fond cartographique. Donc, c'est toutes les limites géographiques, relief, hydrographie. Et ce que j'ai appelé data recherche. Donc là, la semaine dernière et aujourd'hui, on va travailler sur Belle-Île. Et donc, la semaine prochaine, je vous enverrai un autre jeu de données. Donc, enregistrer à la racine du dossier, c'est-à-dire directement dans le dossier ici, data. Donc, vous, si vous avez un dossier SIG, c'est directement dans le dossier SIG, puisqu'il va aller puiser des ressources après dans ces dossiers, qui a un niveau inférieur. Si vous déplacez le dossier, oui, il risque de ne pas retrouver les liens. Donc, si vous ouvrez le projet, il ne va pas pouvoir faire le lien. Donc, c'est projet enregistré. Voilà, donc vous, dans le dossier data, et vous pouvez mettre séquence 2, Belle-Île. Donc, au niveau du nommage des projets ou des couches, on va le voir, des colonnes aussi dans les tableurs. Il ne faut pas d'accent, pas de caractères spéciaux. Donc, on préconise l'alternance majuscule-minuscule ou ce qu'on appelle l'underscore, c'est la touche 8. Voilà, donc on fait enregistrer. Il a pris le nom qu'on vient de lui donner en haut à gauche. Est-ce que vous vous souvenez au niveau des systèmes de coordonnées, comment on vérifie qu'on est bien en Lambert 93, parce qu'on avait paramétré la dernière fois. Voilà, très bien. Et donc, comment on voit ça? D'un seul coup d'œil,
en bas à droite, on a l'identifiant unique, là, le code EPSG 2154. Et donc, si ce n'est pas le cas, hein, on était allé dans Projet, Propriété et onglet SCR pour Système de coordonnées de référence. Et tout en haut dans Filtre, on tape 2154 et on sélectionne bien le Lambert 93. Donc, tout ce qui concerne les coordonnées, tout ce qui concerne la géographie, c'est en bas. Donc, les coordonnées s'afficheront ici quand on va apporter de la donnée. L'échelle, on peut zoomer, dézoomer. Et la loupe, on verra ça, c'est pour dessiner finement et avoir plus de précision pour le rendu cartographique. Rotation, on ne l'utilise jamais. Très bien. Donc ça, c'était pour le volet géographique. Donc maintenant, on va s'intéresser au type de données à importer. On l'avait survolé la semaine dernière. Donc il y a 3 types de données. Les données qu'on va appeler vectorielles, c'est quelque chose qu'on dessine et donc il y a une forme géométrique, soit ligne, soit point, soit polygone. Et contrairement au logiciel qu'on appelle de DAO, dessin assisté par ordinateur, où là on peut avoir une couche et mélanger différentes géométries. Dans les SIG, on a une couche par géométrie. Pourquoi? Puisque derrière, dans les SIG, on va pouvoir lui demander de faire des calculs soit de surface si c'est du polygone, de longueur si c'est de la ligne, ou afficher les coordonnées si c'est du point. Oui, mais donc dans les SIG, on regroupe l'information. Donc, voilà, si c'est des zonages faune-flore à protéger, ça va plutôt être du polygone. Ou un point. Mais on verra qu'on peut changer de géométrie. On peut passer du polygone au point, donc ce qu'on appelle un centroïde. Il va placer un point au centre d'une zone, ou ligne, ou si les lignes sont bien jointives, les fermer et en faire des polygones aussi. Donc, ces données vectorielles, dans les SIG, on appelle ça de la donnée vecteur, des couches vecteurs. Et en fait, pour les données vectorielles, donc données vectorielles ou vecteurs, donc ça c'était dans le petit lexique que je vous avais donné, ou donc dans les SIG, on parle de shapefile, ça veut dire fichier de forme en français, ou donc c'est l'extension principale .shp ou shape, tout ça c'est synonyme dans les SIG. Donc pourquoi ce .shp? Dans les données vectorielles, donc je vous ouvre le dossier data et bon, data recherche, Belle-Île. Vecteur. Donc là, quand on archive les données, je vous préconise de bien dissocier. Hein. Donc ça, c'est les 3 types de couches qu'on va voir. Donc vecteur, le dessin, raster, les images, tableur, système d'enregistrement. On verra ça après. Une couche vectorielle dans les SIG. Bien sûr. Une couche vectorielle dans la SIG, par exemple ici les communes de France, c'est une couche, donc elle a un nom, mais vous voyez qu'il y a plusieurs extensions associées. Donc ça c'est, je dirais, logiquement SIG. Donc l'extension principale, le .shp, c'est lui qu'on ira chercher dans QGIS, mais il faut impérativement que tous ces extensions soient stockées, archivées ensemble. Et si vous devez envoyer un mail, il faut bien joindre toutes les extensions, ou le plus simple, c'est de compresser donc ici, dossier compressé, compresser votre dossier pour tout envoyer par mail. On pourra revoir ça. Donc, pourquoi toutes ces extensions?
Le point SHP, c'est l'extension qui contient la géométrie, donc point, ligne, polygone. Le point, vous n'êtes pas obligé de tout retenir, c'est juste comprendre la logique. Le point PRJ, c'est l'extension pour le système de coordonnées. Le point DVF, c'est pour le tableur. Donc, on va renseigner, décrire la donnée qu'on va localiser. Et quand il y a du SHX, c'est ce qu'on appelle les métadonnées, les données sur les données. Et quand il y a Q quelque chose, là, QPJ, c'est que ça a été ouvert dans QGIS. Voilà. Donc, toujours, ce qu'il faut savoir, c'est stocker, archiver du vecteur dans le même dossier. Mais nous, dans QGIS, on va bien aller chercher juste le point SHP. Donc ça, on va voir ça, on va le faire ensemble. Donc dans notre dossier Belle-Île, là, j'aimerais bien qu'on importe les communes de France et département Grand Ouest. Donc pour importer de la donnée, c'est dans le menu tout en haut, couche, ajouter une couche, et là c'est très explicite, hein, ajouter une couche vecteur. Au fur et à mesure, donc il y a des icônes présentes, mais vous voyez, il y en a plein hein, dans le projet. Le truc mnémotechnique, c'est l'icône, c'est V comme vecteur. Donc les icônes au niveau de l'ajout de couches, c'est ici. Vous devez les avoir aussi à gauche ou en haut dans votre projet. Donc V comme vecteur. Donc couche, on le fait ensemble. Couche, ajouter une couche vecteur. Dans cette interface, vous allez à droite, là, les trois petits points, l'équivalent de parcourir, et on va aller chercher notre dossier. Donc, BV, si je BV débutant. Donc, couche, ajouter une couche vecteur. Alors, ensuite, voilà. Donc, data fond carto, et c'est IGN France. Donc, ici, plusieurs façons de faire. Soit on clique donc sur, moi je veux les communes, les départements. Donc, commune France, et on clique que sur le point shape, QGIS fera le lien tout seul. Voilà. Et parce qu'on peut importer plusieurs couches en même temps, vous appuyez sur la touche contrôle et département Grand Ouest. Donc, ça c'est la première façon de faire. Ou alors dans type, vous double-cliquez sur type et en fait il va trier toutes les extensions ensemble. Et comme ça, si vous avez plusieurs shapes, vous voyez directement ceux que vous voulez importer. Donc, c'est commune et département Grand Ouest. Commune de France, le point SHP, et département Grand Ouest. Géo, c'est Grand Ouest. Non, juste le point SHP. Et comme ça se fait ensemble, QGIS, alors QGIS a fait le lien. En commune, et descendez ici, et département de ouvrir. Donc on fait ouvrir, ajouter ensuite.
et fermer. Alors, est-ce que dans ce qu'on appelle le panneau de couches à gauche, vous avez bien les deux couches? Voilà, bon ça c'est pas grave, c'est en fonction qu'on les a sélectionnés. Comme ça là? Voilà. Donc ça, pour changer l'ordre des couches, on sélectionne sur une couche et on fait glisser en dessous avec la souris. Clic gauche et vous faites, vous les mettez une par-dessus l'autre. Donc, ou sinon, on peut cocher, décocher en cliquant sur la petite case à gauche. On enregistre régulièrement le projet parce que si ça bug, ça nous évite de recommencer. Donc, vous constatez à l'écran et sur le vôtre qu'on n'a pas les mêmes couleurs. Ça, par défaut, quand on ajoute du vecteur, les SIG mettent une couleur par défaut. Donc, on va voir comment modifier cela. Et vous voyez, donc là, on a deux couches polygonales. Hein, c'est pas ligne ou point, c'est deux couches polygones. Donc, on va voir comment soit changer de couleur de fond, soit carrément enlever le fond pour avoir que les contours, pour superposer justement les différents contours. C'est ça qui est intéressant avec le vectoriel parce que c'est du dessin. Pour intervenir sur donc ce qu'on a dans les SIG, ça s'appelle le style ou la symbologie d'une couche, donc d'une couche vecteur, c'est son apparence, sa couleur. On sélectionne la couche qu'on souhaite modifier. Donc par exemple, vous cliquez sur département Grand Ouest et vous faites clic droit, propriété de la couche. Ou le raccourci, c'est le double-clic. On double-clique à gauche sur le nom de la couche vecteur. Il y a différents onglets. Donc le premier, il donne le nom, l'emplacement où est stockée la donnée, son type et son système de coordonnées. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet symbologie. Vous voyez, les petites icônes, elles sont assez bien faites. Le petit pinceau et couleur. Voilà, ça. Ok. Alors, pour accéder à tous les paramètres, par défaut, tout en haut, il est sur remplissage. Il faut cliquer sur remplissage simple. Et là, vous pouvez changer la couleur de remplissage ou après le trait, style de trait. Alors, je vous montre. Hein. Donc, style de trait, on a soit continu, soit on peut faire des tirets-points, des pointillés. Style de remplissage, donc ça va être ici quand on va vouloir enlever le fond. Donc, soit on va sur continu, donc un aplat de couleur, et on met la couleur qu'on veut, appliquer. Donc, ça va modifier la couleur. Soit, si on veut enlever le fond, il faut aller dans donc, style de remplissage et mettre pas de remplissage. Donc là, je ne sais plus ce que j'avais mis. Mettre une bordure verte pour les communes sans remplissage. Donc ici, on se moque du coup de la couleur du remplissage. Par contre, le style, vous mettez bien pas de remplissage. Alors, ah oui, les couleurs. Donc vous, par défaut, quand on utilise pour la première fois QGIS, il n'a que une dizaine de couleurs. Donc ça, pardon, on aurait dû le faire avant.
ça se paramètre. Une fois que c'est fait, ça sera toujours présent dans vos projets. Donc, vous fermez la fenêtre. Et donc, pour importer toutes ces palettes de couleurs, on va dans le menu Préférences. Options. Préférences, options, et vous allez sur l'onglet couleurs. Donc vous devez avoir une dizaine de couleurs. Donc avec le curseur de la souris, vous cliquez n'importe où dans l'écran. Vous faites CTRL A pour tout sélectionner. Et la touche supprimer pour enlever ces couleurs-là. On va aller charger la palette que je vous ai mis dans le dossier BV-Sige. Pour ce faire, c'est en haut à droite sur le petit dossier. Donc vous cliquez sur le dossier, importer les couleurs. En haut à droite, le petit dossier jaune. Importer les couleurs et vous allez dans le dossier BV-Sige. C'est bon? Ensuite, information, formation outils, et donc c'est table de couleurs étendue. Didier, ça va? Didier, ça va? Ah, Laurent, pardon, je suis désolée. Faut pas hésiter à me... Le reste, mais pardon, je suis désolée. Ouvrir. Et là, du coup, maintenant, vous avez accès à tous les camailleux de couleurs. Donc, on fait OK pour fermer la fenêtre. On retourne dans les propriétés de notre couche département. Donc, soit on double-clique dessus, soit clic droit, propriété. Onglet symbologie pour changer son apparence. Et deuxième niveau, remplissage simple pour avoir accès à tous les paramètres. Donc, style de remplissage, on a dit qu'on n'en voulait pas. On veut juste les bordures. Eh bien, oui, pardon, bah, c'est en haut, couleur de remplissage. Et là, maintenant, vous avez toutes les palettes de couleurs. Donc, style de remplissage, pas de remplissage. Et couleur du trait, là, on a dit du vert. Vert. Alors oui, effectivement. Quelle est la différence entre appliquer ou OK? Appliquer, du coup, applique les paramètres que vous venez de modifier. OK, il applique et il ferme la fenêtre. Donc, je vous conseille plutôt de faire appliquer. Comme ça, vous voyez si vous êtes satisfait. Ça vous évite de réouvrir à chaque fois la propriété de la couche. Donc, voilà. Je fais OK. Hein, si je décoche ma couche commune, hein, j'ai bien mes départements en bordure verte.
Oui, oui. Bah, en fait, peu importe la couleur du fond, nous, là, ce qu'on veut, c'est de ne pas avoir de fond. Si jamais vous êtes perdu, vous savez plus où vous êtes, et au lieu de dire à mes mains, elles sont où mes couches, un réflexe à avoir, vous cliquez sur l'une des couches, vous faites clic droit, zoomez sur la couche. Hop, et là, il zoome sur l'emprise maximale de toutes les entités, voilà, présentes dans cette couche-là. Par contre, si je clique sur hop, mes communes, et que je fais clic droit, zoomer sur la couche commune, hop, et ben, il va s'actualiser, puisque là, c'est toutes les communes à l'échelle de la France. Donc ça, c'était pour les départements et les... Ah oui, j'ai inversé. Bon, les communes, j'aimerais bien que vous les mettiez en bleu sans remplissage. Alors, comment on va procéder? Voilà. Oui, là aussi. Donc oui, on clique sur la couche qui nous intéresse, donc commune France. Clic droit, propriété. Bleu et pas de fond, pas de remplissage. Donc remplissage simple, pas de remplissage et couleur du trait bleu. Appliquer. Et là, donc vous pouvez clic droit, zoomer sur la couche de département. On enregistre. Alors, quand on enregistre un projet, donc la disquette en haut, ça enregistre le choix des couches importées, leur apparence, le zoom de ce qu'on appelle le canevas de la carte, là où on voit les couches apparaître. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qu'on appelle les étiquettes. Il est possible d'afficher du texte à l'écran. Donc, vous pouvez décocher commune pour que ce soit plus lisible. Là, j'aimerais bien que vous m'affichiez... Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Ah non, on va faire l'inverse, pardon. On décoche département, on coche commune. Et je veux que vous m'affichiez le nom des communes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, je l'avais évoqué la semaine dernière, c'est vraiment la particularité des couches vectorielles dans les SIG, c'est qu'on n'a pas quelque chose de dessiné quelque part si on n'a pas son descriptif dans un tableur qui lui est associé. Donc, c'est-à-dire, ça s'appelle dans les SIG une table d'attributs ou table attributaire. Donc, c'est une table, hein, l'icône, là, un petit tableur, dans lequel on va avoir des colonnes, dans lequel on va spécifier sa donnée. Si je retourne hop, sur mon PowerPoint, on a un tableur, donc peu importe ce que vous allez rajouter. Donc, à minima, un champ pour décrire l'espèce, là par exemple biotope, ou un champ géométrie pour les surfaces. Mais ce qu'il faut impérativement, donc ça c'est de l'informatique, dans les tables attributaires, qui est un système d'enregistrement. Donc système d'enregistrement, données vectorielles. Cette couche-là, elle est indissociable de sa table attributaire. Donc c'est un système dans lequel on va enregistrer de la donnée, donc soit textuelle, soit numérique. Donc c'est pour ça que quand
on stocke la donnée. Je vous avais montré tout à l'heure pour nos communes France. Dans toutes ces extensions, ce que j'appelle les fichiers copains, il ne faut jamais les séparer. On a une extension, le .dbf, qui contient les informations de la table attributaire. Et donc, à minima, il faut là aussi, donc c'est de l'informatique, un champ numérique qui contient un numéro unique et chaque forme qu'on va dessiner aura son numéro unique, son identifiant unique. Puisque c'est plus simple après pour faire un lien avec le système d'enregistrement. Par exemple, quand on aura un polygone 1, il aura sa ligne dans la table attributaire pour décrire cette donnée-là. Alors, je vous montre ce que j'essaye de vous dire. Si j'ouvre, donc clic droit, si j'ouvre la table d'attributs de commune France, je vois que j'ai 3 colonnes ou champs. Il y en a une qui contient le nom des communes, une autre le code du département, et ici ce qu'on appelle le code INSEE. C'est cette colonne-là qui est, donc ID, c'est identifiant numérique. C'est cette colonne-là qui contient l'identifiant unique de chaque polygone renseignant une commune. Au niveau du nommage, vous voyez, pas d'espace, pas d'accent, bien soit un underscore ou on disait des majuscules, minuscules. Donc, une ligne dans la table d'attributs va correspondre à un polygone dans le canevas de la carte. Par exemple, là, si je clique sur Plouhinec ici, donc tout en haut, dans la table attributaire, il nous dit qu'il y a plus de 34 800 entités, donc 34 863 ici, polygones de dessinée, et 34 863 lignes, du coup, pour renseigner chaque polygone. Oui, voilà. Oui, oui, c'est ça. Parce que c'est le shape qui contient les limites des communes de France métropolitaine. Donc, pour montrer ce lien indissociable dans les SIG entre, du coup, le graphique, donc ce qui est dessiné, et le descriptif, donc on ne peut pas avoir quelque chose de dessiné sans avoir sa ligne correspondante, et inversement, on ne peut pas avoir une ligne s'il n'y a pas quelque chose de dessiné quelque part, en gros. Donc par exemple, si je veux savoir où se situe la commune de Plouhinec, pour sélectionner une ligne, je clique à gauche. Et une entité de sélectionner dans une table attributaire la ligne bleue, il vous le dit tout en haut, que sur les 34 000, là, il y en a une de sélectionnée. Et pour savoir où elle se situe, il y a deux façons de faire. Soit on clique sur l'icône, la loupe, soit sur notre ligne, on fait clic droit, zoomer sur l'entité. Ah, pardon. Il faut cliquer sur le nom du shape, clic droit, ouvrir la table d'attributs. Alors, je peux regarder, parce que... Non, n'hésitez pas. Donc, clic droit, zoomer sur l'entité, et là, hop, ça s'actualise. Donc, soit la loupe, soit clic droit, zoomer sur l'entité. Donc, on a notre commune de Plouhinec.
Et donc, cette entité vectorielle sélectionnée, la couleur de sélection à l'écran, c'est jaune, comme Stabilo. Dans la table attributaire, c'est bleu. Est-ce que ça va? Alors, clic droit sur la ligne bleue. La ligne sur une des cases. Pardon. Zoomer sur l'entité. Donc ça, quand on passe par la table attributaire, c'est qu'on connaît l'information, mais on ne sait pas où elle est localisée. Donc on va chercher notre info et on zoome. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une sélection attributaire. On connaît l'information, mais on ne sait pas où elle se trouve. Donc c'est pour ça qu'on la sélectionne et qu'ensuite on lui dit de zoomer dans l'interface cartographique. Non, non. Alors ça, pareil, c'est aléatoire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un shape, la dernière entité qui apparaît, c'est la dernière qui a été dessinée. Donc, il est possible de trier de la donnée. Donc, c'est ce qu'on va voir, mais je veux juste insister sur ce lien dynamique là. Si je clique maintenant sur la turbale, l'entité, elle est désélectionnée. Hein. C'est dynamique, indissociable. Pour le SIG, c'est la même chose. La ligne et son entité graphique dessinée. Et pareil, hop, je zoome sur la turbale. Oui, donc si par exemple je fais turbale, alors on va plutôt mettre Bels et Plouhinec, et bien pareil, hop, zoomer, et donc il nous dit en haut, hein, on a deux entités sélectionnées et il zoome sur les deux. Je vous montre pour... C'est pour ça que j'ai pas choisi la turbale, mais si on fait la turbale Plouhinec et qu'on lui dit de sélectionner, hop, il va pareil actualiser. Ah, c'est super. Alors pour désélectionner, donc dans là le SIG en QGIS, la couleur jaune, c'est dès qu'on parle de sélection. Donc pour désélectionner, c'est le carré jaune avec le sens interdit, désélectionner les entités. Pour trier l'information, donc là, tout en haut, pardon, sur le nom du champ, là, de la colonne, si on clique dessus, il va trier par ordre alphabétique, donc croissant ou décroissant. Si c'est du numérique, idem. Croissant, décroissant. Par contre, mais bon, faut être un peu au courant. Comment sait-on, donc ça dans la SIG c'est vraiment important, le
format d'une colonne. Donc, est-ce que c'est du texte ou est-ce que c'est du numérique? Parce que si on a une colonne, on veut faire des calculs, par exemple, afficher la surface des communes, là, et qu'elle est en texte, il ne pourra pas s'exécuter. Il faut vraiment veiller au format de la colonne. Donc là, c'est déjà paramétré. On verra ensemble plus tard comment créer de nouvelles colonnes. Mais donc ici, à votre avis, quel est le format des colonnes? Pour le savoir, il suffit de regarder une colonne où il y a du texte. Et en fait, le texte est orienté à gauche. Donc ça veut dire que notre colonne code INSEE, elle est en format textuel aussi. Voilà. Le texte est orienté à gauche. Alors que, par exemple, là, par exemple, si j'ouvre la table attributaire de département, là, je vois, il y a un champ surface où les coordonnées, vous voyez que c'est orienté à droite. Donc ça, c'est en format numérique. Le code INSEE, c'est pas grave si c'est en format textuel, puisqu'on ne va pas faire de calcul dessus. Il faut vraiment faire attention si on veut justement faire des calculs, puisque dans QGIS, on va pouvoir faire des sommes, des valeurs min-max et des moyennes. Voilà. Ça va? Donc sinon, pour savoir, donc ça c'est quand on est au courant et qu'on ouvre la table attributaire. Sinon, on va dans les propriétés du shape, clic droit propriété. On va dans l'onglet champ. On retrouve le nom de nos 3 champs et il y a type. Donc, string, c'est pour chaîne de caractères. Et si je vais dans les propriétés de département, le numérique entier, nombre entier, c'est integer et real, c'est pour les chiffres décimaux. On ne peut pas avoir, oui, 2 fenêtres de propriété ouvertes ensemble. Il faut fermer la propriété de commune pour ouvrir la fenêtre le département. Là, propriété onglet champ, on a affaire à l'architecture de la table attributaire d'une couche. Soit réel, c'est ça. Il est possible de renommer un champ, on verra plus tard. Il n'est pas possible de changer le format d'une colonne. Mais il y a des moyens de bidouiller. Donc on verra ça plus tard. Oui, par exemple, si on importe certains shapes anciens et puis justement vous souhaitez ou vous vous êtes trompé quand vous avez créé un champ et que vous vous rendez compte que votre champ surface il est en texte et que vous voulez faire des moyennes ou des sommes, il ne pourra pas s'exécuter. Donc on va créer un nouveau champ en transférant les données, mais là en faisant bien attention que ça soit du chiffre décimal. On verra ça plus tard. Je continue sur la notion de tri là. Donc pour trier de la donnée, on clique sur le nom du champ, ça trie par ordre alphabétique ou croissant décroissant. Commune, pardon. Je suis revenue dans la table attributaire de commune. Clic droit sur commune, ouvrir la table d'attributs.
Si je veux zoomer sur l'Orient, par exemple, alors on peut descendre le curseur jusqu'à l'Orient. Mais vous voyez, c'est fastidieux hein, quand on a plusieurs entités. Donc je vais vous montrer qu'il y a une façon plus automatique. Tout en bas à gauche, c'est marqué « Montrer toutes les entités ». On peut aller dans ce qui s'appelle le filtre de champ. Je choisis mon champ, nom commune, et je tape l'Orient. Vous voyez au fur et à mesure que je tape, il sélectionne là les communes où c'est marqué l'Or, Lori, j'ai l'Orient. Donc je peux hop cliquer dessus et je fais entrer. Alors attention, vous voyez en haut, il dit c'est filtré, c'est pas sélectionné, mais j'ai ma ligne. Donc je clique à gauche pour qu'elle soit sélectionnée et je zoome sur l'entité. Donc on va tout en bas à gauche et au lieu d'être de la table attributaire, pardon, au lieu d'être sur toutes les entités, on va dans le filtre de champ. Alors oui, si vous êtes dans cette interface-là, Jean par exemple, ça c'est parce que des fois, hein, il y a plein de... On peut cliquer un peu partout. C'est sur ce qui s'appelle en bas à gauche le mode formulaire. Il faut cliquer à droite sur, hop, revenir sur l'interface de la table attributaire. Donc, si vos fenêtres sont trop grandes, tout en haut, pour avoir le curseur sur la limite de la fenêtre, en fait, il faut avoir une double flèche, tu vois, et là, du coup, tu réduis la fenêtre. Voilà. Donc, si jamais ça marche pour toutes les fenêtres, si, hop là, vous voyez rien. Finalement, je ne vais pas réussir. Bref. Si vous ne voyez pas le bas de votre fenêtre ou le haut, peu importe, le curseur de votre souris, vous allez à la limite en haut. Votre curseur se transforme en une double flèche. Hop. Et là, vous pouvez intervenir sur la taille de votre fenêtre. Au bas et gauche, droite. Donc, pour sélectionner, on va en bas à gauche sur le filtre de champ. Montrer toutes les entités. Filtre de champ. On choisit notre champ. Ici, c'est nom commune. Nom com. Mais pareil, le nom des champs, pardon, il ne faut pas que ça soit à rallonge. Donc, préférez des noms intelligibles quand même, mais courts. Donc, nom com. Et après, vous tapez le nom de la commune ici que vous recherchez. Par exemple. Non. Et pour que ça le soit, il faut cocher la case sensitive là, mais vaut mieux justement pas la cocher. Donc l'Orient, on fait entrer. Elle est filtrée, tout en haut il vous le dit, hein, le tableau a été filtré, mais pour la sélectionner, il faut bien cliquer à gauche pour que la ligne devienne bleue, et ensuite on zoome sur l'entité pour actualiser le canevas de la carte. Désélectionner l'entité ? Alors, on désélectionne et montrer toutes les entités.
Alors attention, là tu es passé ce qu'on appelle en mode édition. Oui, mais on fait souvent plein de choses au début quand on ne s'en rend pas compte. Surtout avec la molette. Alors, je vais vous montrer. On peut faire des erreurs. Mais ça, c'est une... Alors, pour que ça soit compréhensible sur la vidéo et pour les autres, qu'est-ce qui se passe sur l'écran de Jean? Il y a ça. Plein de petits croisillons. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça veut dire qu'elle est en ce qu'on appelle mode édition. Ce qu'on voit là, c'est les points d'ancrage. C'est tous les points qui ont servi à dessiner le pourtour de la commune. Et ça, justement, c'est dans QGIS une sécurité pour que directement, on se dise « Attention, alerte, ma couche est en mode édition ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc, soit clic droit, donc au lieu d'ouvrir la table d'attributs, tu as dû cliquer ici, basculer en mode édition. Et l'icône, on l'a dans le projet, c'est le petit stylo. Et donc ça, vous voyez, si je clique sur le stylo ou clic droit, basculer en mode édition, il y a un stylo qui apparaît au niveau de l'icône géométrique de la couche. Et ça, c'est pour... On active le mode édition quand vraiment on veut modifier la couche, soit rajouter des formes, soit rajouter une information dans la table attributaire. Alors, on verra ça plus tard. Mais c'est une sécurité. Donc, quand vous voyez ça, il ne faut pas, si on ne veut pas la modifier, c'est en haut dans le projet, en haut à gauche. Ouais, attention. Donc, on clique sur le stylo. Bah, tu dois. Ah oui, moi j'ai coché les deux cases. Oui, c'est les limites de département. Hein. Ça, on l'avait dit la semaine dernière, c'est au niveau de la précision de la donnée, c'est normal que ça soit pas les mêmes contours. Enfin, je veux dire, c'est pas précis. Hein. La couche des communes, forcément, est plus précise que la couche des départements. La forme de la relief. Oui, oui. Oui, excusez-moi. C'est que la France, du coup, c'est l'échelle est beaucoup plus grande que, effectivement, là, on se concentre sur le département au niveau du Grand Ouest. Alors, là, on a fait... mince, je retourne dans mes communes. Donc, on a fait une sélection attributaire. On connaissait l'information, mais on ne savait pas où elle était localisée. Donc, on va chercher l'info dans la table, clic droit, zoomer sur l'entité pour actualiser le fond. Inversement, si je connais, enfin si je vois qu'il y a une information qui est localisée, mais je ne sais pas ce que c'est, on va procéder à ce qu'on appelle une sélection spatiale. On sait où est la donnée, mais on ignore son identité. En gros. Donc je vous enverrai les notes là. Pour ce faire, donc par exemple, pour que vous voyez bien, je vais zoomer, donc soit avec ma molette, soit tout en haut là, icône zoom plus et zoom moins. Donc si je zoome au niveau du Finistère,
Vous voyez qu'effectivement, Ouessant, là, la limite de la commune n'est pas top. Donc, si on connaît où elle est, on va faire ce qu'on appelle une sélection spatiale. On va utiliser l'icône dans le projet tout en haut, le rectangle sélection avec la flèche. Sélectionner avec un rectangle. Sélectionner les entités. Alors, ouais, en haut à gauche, mais je vous montre d'abord et après on fait ensemble. Donc, sélectionner les entités. Si je vous montre, on fait ensemble après. Si je clique sur celle-ci là, je ne sais pas qui c'est. Donc, je clique, le polygone devient jaune. Comment faire pour savoir qui c'est? J'ouvre la table attributaire. Donc, il me dit bien qu'il y a une entité de sélectionner. Soit je défile mes entités, mais vous voyez que c'est fastidieux. J'utilise l'icône dans la table, la barre jaune sélection avec la flèche. Il va déplacer la sélection au sommet et hop, il vous dit qui c'est. C'est Crozon, département du Finistère. Donc ça, toujours le lien dynamique. Donc on a vu tout à l'heure, on sélectionne sur la ligne, hop, le polygone est automatiquement sélectionné. Là, on sélectionne à l'écran, hop, sa ligne est également sélectionnée dans la table attributaire. On fait ensemble, donc c'est l'icône ici, sélectionner les entités. Et vous cliquez sur... alors soit vous cliquez, soit vous faites un petit rectangle de sélection avec la souris. Donc vous cliquez sur une ou plusieurs, là aussi c'est possible, hein, plusieurs communes en même temps. On va dans la table attributaire et l'icône, la flèche, déplacer la sélection. Alors, pour sélectionner, alors déjà, je peux sur la couche département. Il faut bien être sur le champ, la couche sur laquelle on veut faire une sélection. Hein. Donc ici, on sélectionne comme France. Soit tu fais un rectangle de sélection avec ta souris. Parce que tu étais sur la couche département et pas sur la couche commune. Donc, soit, hein, regardez, on fait ce qu'on appelle un rectangle de sélection. On pointe en haut à gauche et on fait un rectangle avec sa souris. Soit, si on veut des communes qui ne soient pas jointives, pareil, la touche CTRL pour sélectionner plusieurs polygones en même temps. On ouvre la table attributaire une fois que c'est sélectionné et on clique sur l'icône déplacer la sélection au sommet. Et ça le met dans l'ordre sur lequel on les a cliqués. Non, ça les met dans un ordre aléatoire. Mais ça va permettre de faire une juste transition. Voilà, et tu ouvres la table attributaire, clic droit, ouvrir la table attributaire. Ici, la flèche. Je peux dire un peu ça va. Alors, transition. Oui, mais. Donc, si on sélectionne une à une, donc comme tout à l'heure, là, je vous montre, hein, vous ne faites pas.
si je clique sur celle-ci, s'il n'y en a qu'une seule de sélectionnée, logiquement, je sais que c'est Quizgriffe, à vos souhaits. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, si on en a plusieurs. Alors, vous voyez, je jongle là entre le projet et la table attributaire. Je n'ai pas fermé la table. Quand on revient dans l'interface de QGIS, la table attributaire passe derrière. Donc attention de ne pas avoir plusieurs tables ouvertes, enfin plusieurs fois la même table ouverte au même moment. Oui, oui, hein, si je refais clic droit, ouvrir la table d'attributs, ou l'icône là en haut, le tableur, je me retrouve avec 3 fois la table d'ouverte. Eh ben, voilà, faut toutes les fermer sauf une. Donc, pour savoir là maintenant qui est qui, on peut afficher le nom des communes à l'écran. Ce qui s'appelle dans QGIS afficher les étiquettes. Donc, contrairement à un logiciel de dessin où on dessine, on écrit du texte sur notre page A4, nous là, on ne va pas écrire dans le canevas de la carte, on va tout simplement lui demander d'afficher les informations stockées dans notre champ ici non commune. Pour la logique, ça va? Ouais. Pour ce faire, je clique bien sur la commune que je veux, la couche que je veux étiqueter. Je fais clic droit et je vais retourner dans les paramètres de la couche. Oui, pardon, je fatigue. Pardon, clic droit, propriété de la couche commune. Et je vais aller dans l'onglet étiquette. Par défaut, c'est logique, tout en haut, il est sur pas d'étiquette. C'est normal puisqu'il va falloir lui dire quel champ on souhaite afficher. Hein, il n'est pas de 20. Donc, je clique sur étiquette simple. Valeur en dessous. Donc là, il attend qu'on lui indique le champ, si je clique sur la petite flèche à droite, hein, le champ que je souhaite étiqueter. Donc, il affiche le nom des champs par ordre de création dans la table attributaire. Donc, moi, je clique bien sur ABC, sur non commune, et vous voyez à gauche, ABC, là, on a le format. ABC, ça veut dire que c'est des champs textuels. Si c'est du numérique entier, integer, ça sera 1, 2, 3. Si c'est du réel, chiffre décimal, ça sera 1.2. Donc là, ABC, ça veut dire qu'on a ici que des champs en format descriptif. Donc, je choisis mon champ non commune. Et si je fais appliquer, j'ai tout le nom de mes communes. Je peux, en zoomant, pour que ça soit explicite, je vois que Quizgriffe, c'est en haut à droite, et Lyon, et on a Moëlan-sur-Mer. Donc là, hein, comme pour la symbologie où tous les polygones sont dans la même symbologie, même bordure, même fond, quand on lui dit d'afficher des étiquettes, il affiche toutes les valeurs présentes dans le champ qu'on a choisi. Voilà, si je retourne dans les propriétés, onglet étiquette, et que je choisis code INSEE, appliquer, il s'exécute. Donc, comme l'heure tourne, là, je ne vais pas insister, on reviendra dessus sur les prochaines séances. Il est possible de choisir sa police,
comme dans Word, la taille de la police, de changer de couleur, mettre voilà, si on est en bleu, hop, on met les étiquettes en bleu, de mettre des halos blancs derrière, et on verra plus tard qu'il est possible de mettre, surtout au niveau des points, une orientation systématique pour toutes les étiquettes, en haut à droite par exemple, ou là au centre. Et donc, il y a plusieurs paramètres. Donc, ça, on verra ça après. Voilà pour l'étiquetage d'entité. Moi, je veux là le nom de mes communes. OK. On verra qu'il est possible là aussi de filtrer et de n'avoir que Élian, Kisgriffe et Moëlan-sur-Mer d'afficher et pas le nom des autres autour. On verra ça plus tard. Je désélectionne. J'enregistre. Je retrouve la même icône que dans la table attributaire, tout en haut, donc un outil de sélection en jaune avec le sens interdit.